Ce soir, nous sommes réunis pour parler d'un thème peut-être un peu inhabituel, l'intuition en état d'urgence, parce qu'on a tendance à associer l'intuition à un état de zénitude. On est calme, on s'ouvre à ses perceptions, mais en fait, l'intuition est la meilleure alliée de ceux qui doivent prendre des décisions sans avoir le temps de procéder à tout un tas de délibérations rationnelles. Et avec nous ce soir, nous avons Olivier Crozetta, donc ancien des forces spéciales françaises, qui s'est reconverti dans le monde de l'entreprise et qui a fondé un cabinet spécialisé dans l'amélioration du travailler ensemble en entreprise. Et Céline Gaffinel, qui est urgentiste depuis 13 ans, qui travaille au centre hospitalier Sud-Essonne à Étampes. Donc merci beaucoup d'être là. Et enfin, Alexis Champion, donc directeur d'Iris, qui nous apportera des éclairages précieux sur le fonctionnement de l'intuition en état d'urgence. Alors, j'ai envie de commencer par une question qui est un peu rituelle ici, peut-être en commençant par vous, Olivier. Olivier, comme ça, de prime abord, qu'est-ce que l'intuition pour vous? Gloops. Qu'est-ce que l'intuition? Spontanément, je dirais que c'est quelque chose de non pensé, non réfléchi, qui s'impose à moi, voilà, qui vient naturellement. Céline? C'est pas une question piège, hein, c'est vraiment intéressant. Spontanément, l'intuition pour moi c'est vraiment une réponse de mon être à, à ce qui m'entoure. Donc il y a vraiment, c'est ponctué, c'est pas bien sûr tout le temps, mais il y a vraiment une réponse immédiate euh, qui m'apporte des réponses. Alexis, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ces deux approches de l'intuition? Ouais, on pourrait. Euh, oui, non, moi je vais faire comme souvent, c'est juste regarder dans le dictionnaire en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça a déjà été dit. Hein. C'est l'intuition, c'est la capacité que l'on a à produire des idées, donc qui peuvent servir notamment à prendre des décisions de manière très rapide, immédiate quasi. Donc c'est cet outil qu'on a à produire, à avoir de l'information par du ressenti et par des pensées, sans utiliser de raisonnement en fait. La définition de l'intuition, c'est simple, c'est non-raisonnement. Voilà. D'accord. Donc, voyons un peu comment cette intuition s'exprime peut-être en milieu hospitalier, tout d'abord avec Céline. Céline, tu sors d'ailleurs de 24 heures de garde. Oui. Ça fait 36 heures que tu n'es pas touché Il terre. faudra m'excuser si je suis pas très claire. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Et ça donne un peu une idée de ce en quoi consiste le travail d'urgentiste. Peut-être qu'on peut commencer par poser un peu le cadre. Quand on est urgentiste, qu'est-ce que ça signifie exactement? Euh, En fait, moi, j'ai 40 ans, je travaille depuis 13 ans dans le même établissement. Je travaille aux urgences exclusivement depuis que je suis thésée, depuis que je suis docteur en médecine. C'était mon souhait le plus profond depuis que j'ai démarré de toute manière mes études médicales. Je savais que je voulais faire une activité au sein du SAMU et donc je travaille aux urgences et mon activité elle est mutualisée avec un SMUR, c'est-à-dire c'est un service mobile en fait d'urgence et de réanimation. Et donc je suis amenée au quotidien, j'ai un travail continu en fait. Je suis postée 24 heures d'affilée parce que maintenant c'est le temps légal de travail. Je suis postée en fait 24 heures d'affilée au sein des urgences et je suis amenée à sortir en intervention, donc SMUR, sur demande du SAMU, dans un périmètre géographique qui entoure donc notre établissement hospitalier pour venir donc en aide en cas d'urgence vitale qui passe donc via le service du 15. Voilà. Alors, dans ce contexte d'intervention, de combien de temps on dispose pour prendre une décision et est-ce que tu peux nous donner un peu aussi une idée du nombre de patients que tu traites en une période comme ça de 24 heures? Pour parler en fait juste que vous ayez une idée un peu alors moi j'ai la responsabilité du service aussi, ce qui fait que j'interviens à plusieurs niveaux dans la prise en charge au jour le jour, parce que là je vais vous parler bien sûr que de ma pratique clinique, c'est-à-dire quand je prends en charge les patients. Mais
Dans notre service, on a 25 000 passages par an, ça vous dit pas grand-chose. On a entre 70 et 100 passages par jour, ce qui est pas, c'est pas un gros service d'urgence, hein. C'est un service d'urgence vraiment à taille humaine. Quand on se rapproche des services parisiens, on est à plus de 200 passages par jour, et donc nous, on est vraiment une structure plutôt humaine. Je peux pas compter le nombre de patients à peu près que je vois par jour. Je sais pas, une trentaine, quarantaine, parfois moins, parfois plus. C'est-à-dire, il y a des patients que je prends en charge, que j'examine, et que je prends en charge de A à Z. Et il y a des patients où j'interviens uniquement sur conseil, à la demande des jeunes médecins internes ou de confrères ou d'autres services, ou des conseils téléphoniques, ou pour trouver la bonne filière de soins d'un patient. Et puis, il y a une prise en charge en SMUR où là, on est dédié à une situation. Donc, ça peut être un patient comme ça peut être plusieurs patients lorsque c'est un accident de la route avec plusieurs victimes. Ou voilà, en général, quand il y a plusieurs victimes, c'est souvent de l'accident. À quel point c'est important dans ton métier de savoir prendre rapidement des décisions? C'est primordial parce qu'en fait, le propre de mon exercice aux urgences, c'est de répondre principalement à l'urgence vitale. Donc l'urgence vitale, c'est de savoir effectivement quelle personne réanimer, comment et quels moyens mettre en œuvre pour la réanimer. Non pas faire des choix qui ne sont pas délétères pour elle, parce qu'on peut être aussi très invasif avec des traitements réanimatoires qui sont parfois lourds de conséquences. Et donc, au-delà de l'obligation des moyens qu'on a à mettre en œuvre pour comprendre une situation et débuter notamment un traitement, il y a aussi toute une part qui est comment traiter, où emmener le patient, comment prendre en charge les équipes pluridisciplinaires qui travaillent avec nous, parce qu'on est nombreux des fois par intervention, pas mettre en danger les équipes, prendre en charge aussi les proches, les familles. On accompagne aussi, hein, on arrive des fois dans des situations extrêmes où les patients sont morts au-delà de toute ressource thérapeutique, ou vont mourir avec nous, ou au contraire, nos thérapeutiques vont être actives, mais après, il faut effectivement mettre le patient dans une bonne filière de soins. Donc, en fait, on est à un moment un peu crucial et charnière, c'est-à-dire que on intervient à l'instant initial de la prise en charge, mais derrière nous, il va y avoir toute une équipe beaucoup plus spécialisée. D'accord ? Alors, quel rôle l'intuition joue-t-elle dans ta prise de décision dans ces moments d'urgence? Je dirais, elle intervient à plusieurs niveaux. Je peux pas du tout la dissocier. C'est vrai que je me sens, quand tu m'avais demandé si je voulais venir pour parler de l'intuition, spontanément, j'ai dit oui, parce que pour moi, dans ma vie de tous les jours, même ma vie personnelle, j'ai vraiment l'impression que l'intuition joue un rôle important, et en même temps, j'ai jamais travaillé dessus. Et j'ai pas travaillé dessus à part là pour vraiment essayer de stratifier un peu les choses dans ma tête pour vous parler. Ça permet quand même de prendre des décisions en un temps record. Ça me permet bizarrement de pas m'égarer, parce que je fais vraiment la dissociation entre l'intuition. Je laisse bizarrement aucune place au hasard. Pour moi, l'intuition, c'est pas du tout du hasard. Si j'ai une intuition, des fois, j'ai pas d'intuition. Ça m'arrive de pas avoir d'intuition sur une prise en charge. C'est pas un problème dans mon travail de médecin. C'est un atout en fait d'être intuitif, parce que je peux prendre des décisions en un temps record, et en même temps je ne me focalise pas sur mon intuition, c'est-à-dire que je l'inclus dans ma prise en charge globale, c'est-à-dire qu'à aucun moment par contre je vais écarter mon intuition, mais je vais la conjuguer à mes expériences passées, donc à mes retours d'expérience propres, de mes 13 ans d'expérience, à mes connaissances, parce que je suis quand même douée à me former en permanence, à mes études passées. On a quand même des procédures, des protocoles qu'on met internes en place à chaque service. Donc j'ai quand même tout un tas d'outils qui s'ajoutent à mon intuition. Et par contre, c'est vrai que l'intuition peut prendre différentes formes. On a le pressentiment, j'aurais tendance à dire, on peut avoir un pressentiment, qui là, il vient vraiment, pressentiment que quelqu'un va décéder. Et ça vient de nulle part. C'est vraiment quelque chose qui est ressenti, je dirais. Faut m'arrêter si je dis des bêtises. Et puis, on a un travail de tri aux urgences. C'est-à-dire que
On a un grand écran, il y a un agent d'accueil, les patients arrivent, disent leur motif, ils disent pourquoi ils viennent, j'ai mal au ventre, j'ai une douleur dans la poitrine. Voilà. On les inscrit, l'agent d'accueil inscrit, et puis il met un code couleur. Et on a des grilles de tri pour dire grave ou moins grave. Donc il y a l'extrême urgence qui est rouge, pour l'installer tout de suite, le médecin doit intervenir tout de suite. Le bleu, on peut intervenir dans 1 heure. Ça permet de stratifier, d'accord. J'interviens déjà quand je vois ça. Quand je vois ça, je me dis, il y a des fois des inadéquations entre le motif et la couleur, et je vois qui est l'agent d'accueil. L'agent d'accueil, je les connais. Si je les connais pas, c'est pas un problème, mais j'ai besoin d'un contact verbal avec eux, de connaître leur sentiment justement général au moment de l'inscription du patient. Quand je vois quelque chose qui est pas en adéquation ou qui est trié d'une drôle de manière. Alors bien sûr, il n'y a pas que moi, hein. Derrière, il y a une infirmière qui trie, il y a un médecin qui trie. Et disons que j'interviens déjà à ce niveau-là. C'est comme ça que je me suis un peu imposée au service, naturellement comme bras droit du responsable, et puis après, à prendre des responsabilités presque sans les vouloir, quoi. Et puis il y a des fois, j'ai besoin de voir le patient, j'ai besoin de voir, comme dit vulgairement, son faciès. Je rentre dans la pièce, je n'ai pas besoin d'examen complémentaire ou déjà d'aborder l'examen clinique ou de l'interroger pour me faire déjà une idée. Ça ne suffit pas, bien sûr, hein, pour faire la prise en charge globale. Mais ça me permet, lorsque je prends plusieurs patients en même temps en charge, ou que j'ai un collègue qui m'a demandé mon avis ou un interne, de déjà l'orienter pour débuter des choses. Est-ce que tu as le souvenir de moments intuitifs forts où l'intuition t'est venue, comme tu disais, alors ça peut être un pressentiment, ça peut être une information comme ça qui te parvient semblant émaner de nulle part et à laquelle tu fais confiance? Oui, si j'ai une intuition forte, je la suis. C'est-à-dire je vais tenter de la vérifier ou de l'inclure dans la prise en charge du patient. C'est-à-dire que quand on prend en charge un patient, on pense que c'est une urgence neurochirurgicale, que c'est le cerveau qui pose problème, et qu'intuitivement, je me suis dit, il y a quand même autre chose. Je ne vais pas le mettre de côté, mon intuition. Je le mettrai dans la filière de soins neurochirurgicales, mais je vais inclure mon intuition dedans. Même à tort, quitte à prendre le risque devant le spécialiste de lui dire, bon, bah, moi j'ai pensé ça, mais bon, je sais pas. En tout cas, ça sera tracé, ça sera transmis, et voilà. Je vérifie pas toujours si c'est avéré ou pas d'ailleurs. Ça n'a pas tellement d'importance pour moi, mais en tout cas, je l'inclus. C'est un outil de travail. C'est un outil de travail. Ouais. Ouais. Bon, j'ai pu quand même éprouver, maintenant avec 13 ans d'expérience, j'ai eu des retours quand même d'avoir posé comme ça des petits pions, des petits cailloux à droite à gauche. On voit ce qui répond ou pas. Voilà. Quand ça répond pas, ça répond pas. Mais en tout cas, comme pour moi l'intuition n'est pas l'étoile à suivre coûte que coûte, je ne m'égare pas, j'essaye de ne pas m'égarer. Donc c'est vraiment qu'un atout. Est-ce que tu as le souvenir de moments précis, de situations où ton intuition a été mobilisée pour peut-être, je sais pas moi, sauver une vie, prendre une décision importante? Alors oui, alors c'est vrai que depuis que tu m'avais sollicité, j'avais dit oui, puis alors là, le gros blanc, le grand vide quand j'ai commencé à réfléchir, parce que 13 ans d'expérience, c'est quand même énormément de patients, j'ai énormément de souvenirs, et il n'y a pas un moment donné où je me suis dit, bah mince, j'ai pas une belle histoire à vous dire, là j'ai eu l'intuition magique et ça lui a sauvé la vie. C'est pas comme ça en fait réellement, parce que déjà, heureusement on est formé, donc on est quand même tous censés, en tant que médecin smuriste, reconnaître le patient qui présente une pathologie particulière. On est quand même entraîné à ça, donc mais malgré tout j'ai cherché, et c'est vrai qu'il y a j'ai un ou deux exemples. Alors ils sont toujours critiquables et on pourra toujours en discuter, mais une fois j'entendais mes mes deux confrères en fait parler. On a un grand sas où on parle, on écrit nos dossiers, on peut échanger, et ils étaient amenés déjà à 2 médecins seniors plus un interne, à avoir pris tous les 3 le temps d'examiner un patient, d'avoir fait des examens complémentaires. En fait, c'était un patient de 40 ans à peu près, qui était accompagné de 2 infirmières psychiatriques. Il était hospitalisé en psychiatrie depuis peu de temps, en état de dépression vraiment majeur, et dans un état qu'on appelle catatonique. Et il n'était pas du tout, il n'avait pas du tout d'antécédent psychiatrique, ce patient à la base. C'est un monsieur qui avait fait un accident vasculaire cérébral.
et qui s'était retrouvé à un moment donné hémiplégique. Il était en cours de récupération, mais il avait perdu son travail, il s'était senti complètement diminué, et là il est passé dans une phase de dépression, marié avec 2 enfants en bas âge, et il s'est retrouvé dans cette situation extrême d'être en service de psychiatrie quelques mois après cet épisode-là. C'était lourd, moi je le prenais pas du tout en charge, et mes collègues, pardon, le prenaient en charge parce que l'équipe de psychiatrie trouvait que il avait peut-être mal à la tête, parce que alors il bougeait pas, hein. Catatonie, c'est on parle pas, on bouge pas, on est même un peu raide, très apathique, mais il le trouvait un petit peu grimaçant. Donc il se demandait ce qu'il faisait, puis comme il avait quand même un antécédent d'accident vasculaire cérébral, il se demandait si c'était vraiment pas une récidive, donc il l'amène. Mes collègues avaient fait un scanner cérébral, il était tout à fait inchangé, tout à fait normal, bilan biologique parfait, et donc il trouve rien, tout à fait rassuré, même avec une part quand même rassuré sur le plan de l'urgence vitale, parce qu'ils voyaient rien vraiment de concret. Ils se sont dit, ils ont appelé les ambulances et il allait repartir. Et moi, je les entendais, j'étais sur mon dossier, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Ils ont raté quelque chose. Ça m'arrive pas toujours, hein. Des fois, je les entends parler, je me dis pas qu'ils ont raté quelque chose. Et bon, entre nous, je souris, je dis, bon, allez, je vais vérifier quand même. Et j'y vais, et je rentre dans la pièce, et effectivement, il y avait 2 infirmières, le monsieur qui ne bougeait pas. Je m'approche de lui, je le regarde, je vois son œil, et j'ai compris. Je le regarde, je touche son œil. Je fais un diagnostic que j'ai jamais fait en 10 ans. Il y avait un glaucome, en fait, un glaucome aigu lié au traitement antidépresseur qui avait été introduit pendant son hospitalisation. Et en fait, il était en train de perdre la vue. Et il lui fallait absolument un geste, en fait, thérapeutique avec un ophtalmo, mais en urgence. Et là, en fait, on était en train de les laisser repartir, et il allait perdre la vue en plus. Je voyais quand même que c'était cher payé pour lui, quoi. Et il réagissait pas du tout, hein. Je fais le diagnostic, j'avais jamais fait ce diagnostic. J'étais même plutôt pas très bonne en ophtalmo. Je me suis demandé d'où me venait vraiment cette information, à tel point que j'ai dû ressortir du box. Mon examen s'est limité à celui-là, puisque j'avais d'autres informations venant de mes collègues qui l'avaient examiné, qui avaient fait des examens complémentaires. Donc je suis ressortie en me disant, c'est ça. J'ai épluché ces traitements, bingo, j'ai trouvé l'antidépresseur qui était responsable. J'appelle une collègue ophtalmophile, en me disant quand même, avant de l'envoyer à un grand spécialiste parisien, je vais vérifier l'information. Elle l'examine, elle me dit, bravo, c'est bon, tes ambulanciers vont aller sur le 15-20. Je me suis dit, l'information m'est venue de quelque part. Alors bien sûr, dans mes études, j'ai appris, j'ai fait de l'ophtalmo, des choses comme ça. J'avais jamais fait ce diagnostic. J'y pensais même pas en allant voir le patient. Alors bizarrement, après, ce monsieur, il avait aucun contact verbal. J'avais impressionné un peu les infirmières. J'étais fière de moi. Mes collègues n'arrêtent pas de me dire, ouais, le glaucome. Je dis, oui, c'est vrai. Et en fait, le patient, finalement, il a eu l'intervention. Et puis, il est sorti de sa catatonie. Je pense que l'expérience a été bénéfique aussi pour lui. Et donc, ça, pour moi, c'est un événement positif. Bon, vous me coupez, hein, si... Et c'est vrai que bon voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, hein. J'ai des exemples moins drôles, hein. Donc là, c'est une info en fait qui vient, qui est perçue, qui est ressentie. Est-ce que c'est quoi? C'est une information. Ça, il y a quelque chose qui clochait. Pour moi, ils le laissaient partir. Ils avaient raté l'essentiel. C'est ce que j'ai ressenti. Voilà, ils avaient raté l'essentiel. Voilà. À aucun moment, parce que ça peut arriver, hein, j'ai déjà eu une interne qui présente un cas récemment à un de mes collègues, parce qu'on impose bien sûr à nos internes de nous présenter tous les patients. Et donc, elle lui dit, écoute, il a une douleur thoracique, et puis elle raconte son histoire. En fait, elle raconte pas l'histoire du patient, elle raconte la sienne. Parce que c'est le problème quand on se forme, c'est qu'on raconte aussi un peu son histoire. Elle disait qu'il a une douleur thoracique, donc elle n'incluait que l'hypothèse d'un infarctus, et donc elle demandait à mon confrère ce qu'il fallait faire, donc il lui répondait sur le mode de l'infarctus. Mais je lui dis, c'est pas du tout l'infarctus. J'avais pas vu le patient, je ne savais pas de qui elle parlait. J'ai dit, c'est une embolie pulmonaire. J'ai dit, raconte-moi ton patient. Et elle me raconte, bingo, c'est une embolie pulmonaire bilatérale. Bon, j'aurais pu faire exactement la même expérience avec un autre interne dans une autre situation, la douleur thoracique ou la gêne respiratoire. Il y a des diagnostics à évoquer. Voilà, ça fait partie des diagnostics différentiels. Il y a d'autres circonstances où je leur dis il faut éliminer ça, ça, ça. Et puis, c'est pas une embolie pulmonaire. Je sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs. Mais c'est une autre forme d'intuition, d'information. Oui, alors là, par contre, c'est vrai que c'est de l'intuition spontanée. Ça marche pas toujours. Alors, le glaucome, c'est sûr. Pour moi, il y avait quelque chose qui clochait. J'aurais pas trouvé, il serait parti. Je me serais dit encore, il y a quelque chose qui clochait. Bon, après,
on met quand même des verrous, c'est-à-dire qu'on les revoit, ces patients, on les oriente. À un moment donné, on avait quand même prévu de l'envoyer en ophtalmo. Enfin, il y avait des choses quand même de prévues. Mais et puis, il y a des fois, dans notre métier, il y a vraiment oui, on peut ressentir le danger immédiat, c'est-à-dire un décès brutal, alors que les paramètres comme ça vitaux ne permettent pas vraiment de l'affirmer. Ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que parfois c'est le corps qui exprime cette intuition? Est-ce que c'est un geste inattendu mais approprié De ma part, Est-ce que ça peut arriver que ça s'exprime de cette façon aussi? c'est jamais un geste pour moi. Enfin, je parle vraiment de mon expérience propre, c'est jamais un geste. C'est toujours de l'ordre de l'attention. L'attention, c'est une espèce de vision claire de la situation. Cette vision, elle inclut beaucoup de choses. Hein. Elle inclut le patient, la vision d'emblée globale du patient et la situation environnante. Environnement. Oui, l'environnement. D'accord. C'est-à-dire que, mais ça va très très vite. Hein. Une fois, on nous appelle, bon, en SMUR pour un bébé en détresse respiratoire. Un bébé de 4 mois, quand vous partez en SMUR, déjà vous partez, vous êtes vous-même en détresse hein, quand même. Hein. Vous êtes en alerte, vous vous dites là, c'est soit un petit malaise, ce qui arrive, hein, soit c'est un gros malaise. Dans ces cas-là, on est quand même assez en alerte. On arrive et c'était effectivement un climat très très difficile. Hein. Les parents avaient déjà eu une mort subite. Et moi, j'arrive pour un bébé en détresse. Et tout le monde était en alerte. Hein. Tout le monde était un peu sur le qui-vive. Et le papa avait même fait, lui, une tentative de suicide tellement il s'était pas remis, effectivement, d'avoir perdu un bébé. Alors, j'étais vraiment en alerte à ce moment-là. Mais j'étais secondairement en alerte quand j'ai vu l'enfant. Et c'était pas la même alerte. Parce que quand j'ai vu l'enfant, j'ai compris que lui, il allait faire un arrêt cardiaque. Et que j'allais pas pouvoir le récupérer. C'est bizarre, hein, ça avait rien à voir avec... et pourtant, c'est vrai qu'on pourrait dire c'était mon stress. On était stressé, mais c'est un stress normal. Hein, il faut mettre les choses en place. Et on était très très loin. C'est dans le 45, donc on était très très loin de l'hôpital régional. Et d'emblée, je donne des directives à mon équipe de mettre un peu d'oxygène, de poser une voie d'abord, rassurer mon infirmière qui était un peu en panique. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Je ne montrerai pas mon stress. Et par contre, moi, je décide de suivre mon intuition et je demande un soutien héliporté. Je dis, je veux un hélicoptère. Alors, banque de bol, je tombe sur un régulateur qui me connaissait pas. Et le régulateur, il a plutôt l'impression, quand je lui présente en fait le bébé, il n'y avait rien dans ses paramètres qui disait qu'il allait décéder. Et donc, ça reposait que sur mon intuition. Donc, il s'est dit, elle est un peu stressée. Il me dit, écoute, il me dit pas, t'es stressé, mais il me dit, écoute, mets déjà ta voix, mets un peu d'oxygène, je te trouve une place. C'est comme ça qu'on fait. Hein. On rend des comptes au SAMU, puis le SAMU trouve une place pour nous après en fonction de ce qu'on lui dit. Et je me dis, je raccroche, je dis, merde, dans ma tête, je me dis, c'est pas de bol, là, il est en train de me faire un coup. Et 2 minutes plus tard, j'ai un confrère qui m'appelle du SAMU. Pas le même régulateur, un autre. Il me dit, bonjour, c'est Bruno. Je me souviendrai toujours. Bruno, il me connaissait, il me dit ça. Il me dit, Céline, t'as demandé un support héliporté? Je dis, bah oui, mais là, je le sens pas du tout. Alors avec lui, je pouvais avoir ces propos-là. Il me dit, oui, je te comprends, ce que tu me dis, c'est vrai que c'est bizarre. T'inquiète pas, l'équipe est prête, elle arrive. Donc après, on règle les détails de jonction, sur le terrain de foot, l'hélico arrive, tout ça. Le bébé, ça va, il est stable. Hein. Je le confie à mon collègue dans l'hélicoptère et il arrive là-bas. Et puis, j'ai pas de nouvelles. Donc, dans l'après-midi, je me dis quand même, je vais rappeler parce que j'étais chagrinée. Et j'apprends qu'en fait, le bébé, une fois qu'il est confié au réanimateur, il fait l'arrêt cardio-respiratoire. Ils ont mis un temps fou à le récupérer. Et je me dis, oh là là, par où je suis passée. Et puis, je sais pas ce qu'il devient, cet enfant. Puis, j'ose pas prendre de nouvelles. 1 an plus tard, je revois la famille. Je revois le couple. Aux urgences, je la reconnais pas. Et puis, à un moment, elle est enceinte de 8 mois. Et je la reconnais pas. Elle est là pour fièvre. Et ils me reconnaissent, bien sûr. Et ils me disent, bonjour, vous étiez venu chez nous en intervention. Et là, je tressaillis. Je me dis, mais ce sont les parents. Et c'est eux qui m'apprennent en fait que leur bébé il a pas survécu en fait. Il est décédé. Mais ils étaient soulagés quelque part. Je vais vous dire pourquoi. Le bébé il a fait une malformation en fait cardiaque qui était pas viable du tout et qui était au-delà de tout geste thérapeutique chirurgical.
Et ils ont compris, en fait. Et ils ont compris qu'ils n'étaient pas responsables de tout ça. Et ça les a même beaucoup, beaucoup aidés dans leur démarche de deuil avec leur premier bébé. Et donc, alors vous voyez, c'est pas une histoire très drôle, mais en même temps, bon, c'est la vie. Hein, et ils étaient là, très très bien suivis sur le plan de la grossesse. Le bébé allait bien, bon, elle avait un peu de fièvre. Et la fin est pas heureuse, mais voilà. Enfin, oui, je suis désolée. Hein. Olivier, il y a peut-être des éléments dans l'expérience de Céline qui font écho aux expériences que tu as pu avoir aussi sur le terrain. Est-ce que tu peux nous parler un peu alors, tu peux pas nous donner d'éléments de contexte pour des raisons de confidentialité, ça on comprendra bien, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quelle situation tu as été amené à intervenir, nous décrire un petit peu en fait Dans quelle situation j'étais amené à intervenir? Oui. Alors, moi, j'ai passé donc 19 ans de ma vie dans le monde militaire au sens large. J'ai commencé ma carrière comme jeune officier à la Légion étrangère, et puis après, j'ai passé tout le reste de cette période dans les unités spéciales. La vocation des unités spéciales, c'est d'intervenir à l'étranger sur des missions en urgence la plupart du temps, des missions particulières qu'on appelle à haute valeur ajoutée, de type libération d'otages, interpellation de criminels de guerre, neutralisation de cibles à haute valeur ajoutée. Donc ce sont des équipes très spécialisées, très entraînées, très équipées, qui interviennent la plupart du temps en environnement complexe, sur des délais très courts aussi. Alors parfois on peut avoir plusieurs jours de préparation. C'est le cas d'une libération d'otages, il faut que ça se prépare un peu, il faut de l'information pour pouvoir préparer l'opération. Parfois, on avait quelques heures, ça m'est arrivé en Afghanistan, à 17h, on nous confiait une mission, on embarquait à 23h50 sur des missions difficiles. Et puis là, il fallait préparer comme on pouvait. Voilà un peu le type de contexte d'intervention que j'ai connu pendant presque 20 ans. Oui, tu me parlais d'opérations héliportées où en fait, toi et tes hommes étiez parachutés dans une zone où il y avait beaucoup d'ennemis, vous étiez en infériorité numérique, donc il y a nécessité de prendre des décisions très vite, de mouvements, d'actions. Nous, on n'avait pas d'ambulance, mais on utilisait souvent l'hélicoptère, c'est vrai. L'hélicoptère, l'avion, on marchait beaucoup à pied aussi. La nuit, en général, ce genre d'équipe, elle s'infiltre la nuit et elle se cache la journée pour dormir quand elle s'infiltre dans la profondeur des lignes adverses. En petites équipes, c'est vrai. Les équipes d'intervention des forces spéciales sont toujours des petites équipes. D'ailleurs, par rapport au volume des forces armées, c'est un nombre réduit d'opérateurs. Et toujours, donc, je le disais, oui, en environnement complexe avec beaucoup d'incertitudes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'état d'esprit dans lequel tu abordais, toi, ces opérations? De l'état d'esprit, c'est-à-dire? C'est-à-dire, tu disais, il y avait beaucoup de préparation en amont, et ensuite, il y avait l'action sur le terrain, et là, c'était une autre, oui. Attitude. Alors, c'est vrai que moi, l'intuition, c'est quelque chose qui m'est pas apparu spontanément. Je pense que j'ai pris conscience tardivement que j'ai fait sans doute preuve d'intuition tout au long de ma carrière. Je l'identifiais pas comme ça. J'avais la sensation d'avoir une bonne étoile. Voilà, je pensais que j'étais né sous une bonne étoile. Et c'est vrai que pendant mes années de formation et mes premières années d'expérience militaire, moi, j'étais formé sur un modèle entraînement difficile, guerre facile. Et donc, on s'entraînait et se surentraînait en permanence dans des conditions réelles. Je peux vous dire que les 2 seuls morts que j'ai eus dans ma carrière, dans mes équipes, au début de ma carrière militaire, sont intervenus à l'entraînement et pas en opération réelle. Et oui, mais parce que pour être en capacité à intervenir le jour J, où on vous tire à balles réelles dessus, où forcément le stress fait qu'à un moment il y a une perte
d'efficacité, même si ces gestes techniques, on les connaît, on les maîtrise, sous situation de stress, je ne sais pas si tu as connu ça aussi, ça rend plus difficile en tout cas le geste et la réalisation de ce qu'on devait faire. Et donc, on s'entraîne en permanence dans des conditions qui sont les plus proches possibles de la réalité. Et donc, on s'entraînait beaucoup et on considérait que cette longue préparation était un facteur clé de succès. Pour autant, on savait parfaitement, et c'est vraiment très vrai typiquement dans ce monde des unités spéciales, peut-être encore plus qu'ailleurs, on savait qu'un plan d'action ne se déroule jamais comme prévu. Et donc, on n'avait pas d'autre choix que d'être aussi préparé à faire face à l'incertitude, à l'imprévu. Et d'ailleurs, dans les entraînements, on intégrait toujours une grande variable d'imprévu chaque fois que les équipes s'entraînaient à libérer des otages, à aller poser des charges quelque part, à faire quoi que ce soit. Il y avait toujours un facteur imprévu pour les amener enfin pour faire en sorte que les gens soient accoutumés à rencontrer l'imprévu, l'incertitude. Et donc, c'est vrai que tu disais, on intervenait assez régulièrement en infériorité numérique. On a vu des images en début d'année, dans une période un peu troublée en France. On se souvient de l'hypermarché Cachère à Saint-Mandé, où on voit le camion de la BRI, on voit beaucoup d'opérateurs de la police. Pas très loin, un peu plus au nord, c'est la gendarmerie avec le GIGN qui intervient. Ils interviennent très nombreux autour d'un forcené ou de deux forcenés. Et c'est tant mieux, puisqu'ils ont la possibilité là de ramener beaucoup de monde. Quand vous êtes en opération pendant 4, 5, 6 mois au Mali, en Afghanistan ou ailleurs, vous êtes un petit détachement, vous allez être engagé de manière répétée, souvent une nuit, 2 nuits, 5 nuits, 10 nuits, 20 nuits, et ainsi de suite. Et là, eh ben, de temps en temps, on va se trouver en situation d'infériorité numérique. Et comme les équipes travaillent beaucoup de manière décentralisée dans la profondeur du terrain, chaque petite équipe risque de se retrouver confrontée à un moment ou à un autre à un adversaire qui sera en nombre plus important que lui. Et donc là, bien sûr, les équipes doivent s'adapter en permanence. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles oublient ce qu'elles ont, la manière dont elles ont été entraînées, ce qu'elles ont préparé dans la phase de préparation de l'opération, mais ça veut dire que sur place, ils vont devoir faire appel aussi à un moment à leur capacité d'initiative, à leur libre arbitre, et on incite ces équipes à les rendre. C'est la raison pour laquelle, dans les unités spéciales, moi j'ai rencontré, c'est un monde extrêmement responsabilisant, où on attend que les opérateurs ne soient surtout pas des gens qui vont appliquer simplement des procédures, puisque de toute façon, à un moment, les procédures seront inopérantes. La situation va déraper. Et donc là, ce dont on a besoin, c'est des gens qui soient capables de créer de l'intelligence collective. C'est ce que j'essaie aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de faire modestement en entreprise, parce que moi je crois beaucoup à l'intérêt de responsabiliser, de rendre les gens autonomes. Voilà, et c'était sans doute au moins autant que l'entraînement préparatoire, c'était tout autant un facteur clé de succès. On est loin d'un modèle hiérarchique, en fait. Là, chacun doit être responsable. Et quand vous êtes sur le terrain, c'est une prise de décision perpétuelle et Alors, autonome, en fait. On est très loin du modèle pyramidal que la caricature de vision du modèle militaire nous fait imaginer assez régulièrement. Il y a des chefs, qui ne sont pas des chefs d'ailleurs, mais des leaders, et dont on fait en sorte qu'ils se comportent en leader, en exprimant du leadership, en impliquant leurs équipes, en les responsabilisant, en les faisant grandir, au sens, moi j'aime bien le terme, l'idée de mise en puissance, au sens où les Américains, quand ils parlent d'empowerment, mettre en puissance les gens, chacun a en lui les ressources de sa propre puissance, et aider les gens à faire émerger ça individuellement et collectivement. Et effectivement, on admet parfaitement qu'à tous les niveaux, les gens puissent prendre des initiatives. Une opération spéciale, c'est toujours divisé en 3 temps. Préparation, j'en ai parlé, action et retour d'expérience. Et le retour d'expérience, la phase de retour d'expérience, elle nous permettra justement de tirer les leçons. OK, qu'est-ce qui s'est passé? On remontera chronologiquement. Qu'est-ce qui s'est passé de manière conforme ou non conforme? Et à ce moment-là, il y a une très grande liberté de parole dans ces équipes. On va pouvoir s'exprimer, chacun pourra s'exprimer, y compris remettre parfois en question certaines des décisions qui ont été prises, à condition qu'ils aient d'autres propositions à faire. Voilà, et ça nous permet d'essayer d'inscrire ces équipes dans une boucle d'amélioration continue. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce moment d'action, justement? Le moment où tu arrives sur le terrain avec tes hommes, dans quel état tu es? Comment est-ce que ça se passe? Alors,
Bon, ça dépend pas mal ça dépend pas mal de la situation, ça dépend pas mal des enjeux. Quand vous avez des otages qui sont en jeu, c'est pas la même chose que si c'est une destruction d'un centre radar ou de quelque chose comme ça, par exemple, où il n'y a pas de vie en jeu à ce moment-là, où donc on va mettre davantage l'accent sur la sécurité de nos opérateurs. Si tu as eu 5 heures de vol d'avion avant d'arriver et d'être largué sur la zone, c'est pas la même chose que si tu embarques dans un véhicule ou dans un pick-up et que juste après, ou tu es pris dans une embuscade et tu vas réagir. Donc chaque situation est différente. Ce que je peux dire, c'est que moi j'ai connu la peur et le doute avant l'action, assez souvent. J'ai connu la peur parfois rétrospectivement, après l'action aussi. Il m'est arrivé une nuit d'être malade, de pleurer. Et c'est monté en fait 1 heure après, on était rentré, et puis c'est une nuit, il y a eu énormément d'émotions, et puis j'ai senti à un moment le malaise s'installer, et puis voilà, c'est sorti comme ça, et là je sentais la peur m'envahir, mais rétrospectivement. Et en fait là, mon corps, il me parlait, mon corps était en train de me dire, là on a joué avec le feu. Ce qu'on a fait là, c'était, on est tous rentrés à la maison, on a de la chance parce qu'on a vu tomber beaucoup de gens autour de nous. Pour autant, il va y avoir des enseignements à en tirer au moment du retour d'expérience. Parce que là, mon corps me disait clairement qu'il s'était passé des choses qu'il fallait pas, à côté desquelles on ne devait pas passer, quoi, qu'il allait falloir interroger. Donc, et en revanche, donc voilà, avant l'action, après l'action, moi j'ai souvent connu le doute ou la peur. Je crois même d'ailleurs, et je le dis souvent, parce qu'il m'arrive d'intervenir à HEC par exemple sur ce type de sujet, sur le leadership. Alors, je leur dis, pour moi, c'est la peur, le doute, ils sont salutaires. Et j'espère que vous pouvez partager ça en entreprise aussi. C'est important. Parce que la peur, elle nous met en situation d'éveil, elle nous met en état de vigilance. Elle est en train. La peur, elle me dit quelque chose. Quand je vais sauter à 8000 mètres d'altitude d'un avion à 2 heures du matin en territoire hostile, si j'ai pas peur, c'est pas normal. On est une petite équipe, on est 6, on va être largué en territoire hostile, il fait moins 50 degrés dehors, les risques d'accident ou les risques mortels sont assez importants. Oui, heureusement que j'ai peur. Et la peur, là, elle va me dire, ok, est-ce que j'ai bien vérifié l'oxygène? Est-ce que j'ai vérifié mon parachute? Est-ce que je suis bien sanglé? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que ma gaine est bien mise? Est-ce qu'on saute? Est-ce que... Enfin, il y a tout un tas de choses. Donc, avant, après l'action, pour moi, c'était utile. Et en revanche, et ça, c'est quelque chose qui se faisait naturellement, au moment où on allait rentrer dans l'action, vous allez rentrer dans une maison où ça tire déjà de tous les côtés, où on vous tire déjà dessus. Vous arrivez dans une situation où vous posez à peine posé en hélico, ça sent déjà la poudre de tous les côtés. Vous essayez de vous poster pour éviter les premiers tirs et réunir un peu l'équipe avant de monter à l'assaut. Ou au moment de franchir la porte à 3 heures du matin de l'avion et d'être largué en territoire hostile, là, il y avait un moment où, juste au moment de sauter, on se rapprochait, on se resserrait, on ne pouvait pas parler parce que ça fait tellement de bruit, les 4 moteurs de l'avion, la tranche arrière est ouverte, il y a un bruit infernal. Simplement, on se regardait, on se touchait épaule contre épaule, et là, juste un regard, on se faisait confiance, et en gros, ce qu'on se disait, c'était, ok, on est ensemble, on est une équipe solide, on y va ensemble, on rentre ensemble. Et là, on partait, et puis à partir de là, on était dans l'action, et on savait qu'on allait s'adapter, on devrait s'adapter, et on n'avait pas le doute, on ne savait pas dans quel état on rentrerait, on ne savait pas tout ce qu'on allait rencontrer, mais on n'avait pas de doute qu'on saurait trouver les ressorts pour s'adapter à cette situation. Et là, à partir du moment où tu es sur le terrain avec tes hommes, c'est en quelque sorte un autre mode de fonctionnement qui prend le relais. La peur fait place à autre chose. Là, j'aurais envie de dire que, ouais, le mode de fonctionnement, je pense que c'était un mode de fonctionnement qui devenait très, très animal. C'est l'instinct de survie, c'est l'animal, l'homme animal. Je pense qu'on a en soi un instinct de survie très important. Tu as dû rencontrer ça, des gens qui s'accrochent contre toute attente. Qui s'accrochent à la vie. Et du coup, là, tous les sens étaient aux aguets. Moi, je disais souvent en rigolant quand on allait rentrer dans l'action, il allait falloir ouvrir grand les chakras. Et effectivement, c'est ce qui se passait. Et à partir de là, on communiait différemment avec soi-même et avec l'environnement, mais de manière vraiment très instinctive, très animale et sans doute avec une grande part d'intuition. Donc en gros, des tirs arrivent, ça suppose de savoir à quel moment une position va se dégrader, ça suppose de prévoir en permanence des choses imprévisibles en fait. Oui, mais en fait, dans mon expérience à moi, franchement, tout ça on le planifiait avant. Puis alors une fois que tu étais rentré dans l'action, je saurais plus très bien te dire.
depuis que je m'intéresse à ces questions, depuis 2 ans, on a échangé pas mal avec Alexis. Moi, j'essaie de comprendre aussi, ça m'intéresse parce que j'interviens parfois en conférence et je crois que je te disais 2 fois, juste avant quand je rencontre Alexis, justement, c'est ce qui m'a amené à rentrer en contact avec Iris. C'est 2 personnes qui m'ont rendu service. Première conférence, j'ai quelqu'un qui me dit à la fin de la conférence, ouais, votre truc c'est super. Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, mais qui transparaît pas mal dans votre discours, c'est l'intuition. Donc j'aimerais que vous me parliez un petit peu de la part de l'intuition dans votre prise de décision. Gloops. Je dis, c'est une bonne question, là je sens que c'est en train de me dire quelque chose, mais je ne sais pas très bien quoi, mais je vais y réfléchir. On échange nos numéros, puis je vous dirai bientôt. Et 10 jours après, à HEC, une autre intervention, quelqu'un me pose la même question. Là, je me suis dit, et dans mon ancien métier, il y avait ce qu'on appelait les signaux faibles. Là, je me suis dit, c'est plus un signal faible, c'est un signal fort, donc il est temps que je le prenne en considération. Donc je ne sais pas très bien dans quel état on se mettait, je crois que simplement, à un moment, on se connectait, en tout cas moi, je me connectais à moi et à l'environnement. Et depuis, et d'ailleurs c'est ce que aujourd'hui, j'ai vraiment pas tout compris dans l'intuition. En revanche, en vieillissant, parce que moi il y a longtemps, ça fait plus de 10 ans déjà que j'ai passé mes 40 ans, eh bien avec l'expérience, j'apprends, je me connais de mieux en mieux. Et du coup, j'apprends vraiment à faire confiance à mon intuition. Et ce que je découvre un peu tardivement, mais il n'est jamais trop tard, c'est que pendant des années, dans l'urgence, dans les situations d'urgence, je faisais 100% confiance, mais je ne me posais même pas cette question. À partir du moment où je passais en mode animal, là, je me connectais à mon intuition et c'est elle qui me guidait. Et puis, quand j'étais dans d'autres situations où il n'y avait pas ces mêmes enjeux de vie ou de mort, il m'arrivait de faire plein d'erreurs parce que je n'écoutais pas cette intuition. Et aujourd'hui, avec l'expérience, je ne sais pas toujours la provoquer. En revanche, je sais me mettre en état d'écoute de ma petite voix, de mon corps, pour ressentir si, ok, cette décision-là, elle me paraît adaptée ou pas à qui je suis vraiment, à ce que j'ai envie de faire là, à ce qu'on s'apprête à engager comme action ou pas. Est-ce que tu peux revenir sur une ou plusieurs expériences de terrain en nous expliquant un petit peu comment cette intuition était mobilisée? Je dis comment je la mobilisais. Vraiment, je crois qu'il y a un moment où c'est comme si c'était plus le même Olivier. Quand au moment avant l'action, c'était moi normal, et donc là j'avais peur, j'avais ma petite voix qui me disait plein de choses. En revanche, j'avais appris à pas laisser la peur annihiler mes capacités et à être à l'écoute de ma peur en me disant ok, la peur elle me dit vérifie ton oxygène, je vérifie mon oxygène, vérifie ton armement, je vais revérifier, etc. Et puis au moment où pouf, ok, on se faisait le signal, go, on y va. Là, il y avait un espèce de ploum, un truc qui se fermait. Un peu comme mon ami Luc Alphand disait parfois, ouais, la descente en ski, vous connaissez tous Luc Alphand, super champion, bon, et qui disait en ski, en fait, il y a un truc important, il faut juste enlever ton cerveau, tu le mets dans la poche et tu le récupères en bas de la descente. Parce que quand tu descends dans des pistes de choses tout le long et qui s'arrêtent comme ça, faut arrêter de réfléchir. Enfin, c'est ce qu'il disait. En réalité, c'est pas vrai. Il faut beaucoup réfléchir pour savoir où tu vas mettre tes cartes. Et ben moi c'était peut-être un peu ça, quoi. Il y a un moment où automatiquement il y a quelque chose de moi qui se mettait en retrait et qui me permettait de passer en mode animal. Et peut-être pour terminer, ce que j'ai découvert, c'est que j'avais un temps d'adaptation pour réussir ça plus facilement. Quand j'arrivais dans un pays, quand j'arrivais du confort de France et qu'on était projeté tout de suite dans un pays en situation de crise, j'étais pas capable tout de suite de mobiliser les mêmes ressources. Je saurais pas te dire lesquelles, mais je sentais bien que j'étais plus en décalage avec la situation. Et mon mental était plus fort que mon intuition. Et puis au fil des jours, en général, j'avais identifié qu'en 5 jours, j'étais capable ça y est, je ressentais, j'étais capable de sentir la terre, je sentais davantage les choses. En fait, je me connectais sans doute mieux à mon environnement. J'oubliais peut-être une partie de mes repères de confort, de mes repères habituels, je ne sais pas, de mes modes de pensée habituels. Et à partir de là, l'instinct animal pouvait beaucoup plus facilement switcher et rentrer dans ce mode plus intuitif. Tu me parlais du corps aussi, de cette impression de ne faire qu'un, en fait, de l'importance du corps dans ce processus intuitif. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Est-ce que ça veut dire que
finalement, tu es déjà en train de courir dans une direction sans avoir analysé les facteurs. Tu sais que c'est la bonne direction qui va, ton corps y va avant même que tu y penses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette dimension du corps dans l'intuition? Je ne sais pas si je saurais en parler, mais du coup, en t'entendant, j'ai un exemple où mon corps est parti avant mon esprit. Euh, C'était en Afghanistan. On est quelque temps après le 11 septembre 2001. Je suis à la tête du premier détachement français de forces spéciales qui est engagé à ce moment-là en Afghanistan. À ce moment-là, d'ailleurs, la France ne reconnaît pas encore officiellement. Elle l'a largement reconnu depuis. Elle ne reconnaît pas à l'époque avoir des troupes présentes au sol en Afghanistan, et donc on combat aux côtés des forces spéciales américaines et aux côtés des factions afghanes de l'Alliance du Nord. Et après quelques semaines, un jour dans un village, je sentais, on traversait des zones très hostiles. On sortait de combats assez intenses. On avait un peu abaissé notre vigilance à ce moment-là. Et à la sortie d'un village, mon corps a bondi, et au moment où j'ai crié au chauffeur, j'étais assis sur le siège avant, donc on était dans la voiture en colonne de véhicule un peu espacée. Nous, on était dans le premier véhicule. J'étais assis sur la place du mort, à côté du chauffeur. Et au moment où j'ai crié break à droite, mes mains, en fait, c'est d'abord mes mains qui sont précipitées sur le volant et qui ont tiré sur le volant en même temps que je lui ai dit break à droite. Et à ce moment-là, on a vu arriver une roquette qui était tirée peut-être à 300 mètres de nous. À 300 mètres, la roquette, en une fraction de seconde, elle est dans la voiture. Donc, et d'ailleurs, on m'a beaucoup posé la question derrière, mais tu l'as vu comment? Parce que normalement, quand tu la vois, elle est déjà, c'est le moment où ça fait boum, donc tu n'as pas le temps de dire quoi que ce soit. Je pense que je ne l'ai pas vu, et sans doute qu'il y a quelque chose en moi qui l'a ressenti, qui a senti le danger avant moi, et qui nous a en tout cas bien sauvé la mise sur ce coup-là. Est-ce qui vous a valu votre surnom dans les forces spéciales, qui était, on peut le dire, Baraka? Oui, oui, on peut dire, maintenant que c'est dit, on va dire qu'on peut le dire. Oui, il m'avait donné ce surnom. Oui, c'était l'un des exemples. On avait la chance on a été engagé. Moi, je suis allé 5 fois en Afghanistan, mais cette fois-là, c'était sans doute la mission où on a rencontré le plus de situations périlleuses. Et on a vu tomber beaucoup de gens autour de nous. Et j'ai eu la chance, c'était l'une de mes grandes satisfactions, d'ailleurs, dans la deuxième partie de ma carrière, c'est de toujours amener tout le monde à la maison. D'où peut-être ce surnom, et qui me plaisait beaucoup. Et du coup, que moi, j'associais à ma bonne étoile. Voilà. Si je disais en début de conférence qu'on associe souvent l'intuition à un état de relaxation, d'ouverture à ses perceptions. On pense à ces scientifiques qui partent se promener et puis qui ont comme ça la révélation par rapport à des recherches qu'ils faisaient, et ils ont la révélation du résultat. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, ces récits d'intuition en état d'urgence? Est-ce que pour toi, ça correspond aussi à un fonctionnement intuitif? Ah oui, on pourrait écrire 2 bouquins là déjà. C'est tellement énorme dans ma tête là. Enfin, oui, il y a énormément de choses relatives à l'intuition. Plein d'autres choses, mais beaucoup à l'intuition. Ouais, là je suis chargé là. Il y a beaucoup de choses à dire. En fait, tout a déjà été dit d'une certaine manière ou d'une autre par les deux témoignages, les 2 récits. L'intuition en état d'urgence, disons que l'état d'urgence, c'est le non-temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas de temps, en fait. Et on a 2 outils pour prendre des décisions. C'est le raisonnement et l'intuition, donc le non-raisonnement. La problématique du raisonnement, c'est qu'il prend du temps. Même si c'est un raisonnement inconscient extrêmement rapide, oui, quelques centièmes de seconde, ça prend quand même du temps. Et en plus, le raisonnement, il a une contrainte, c'est qu'il s'appuie que sur ce qui est déjà connu, parce que quand on raisonne, on s'appuie sur des données qu'on connaît. Donc le raisonnement, il est contraint par le fait qu'il est dans le futur quelque part. Le raisonnement, il se projette. Quand on est face à une situation qui est pour plus tard, et on n'a pas du tout le temps de réfléchir, puisque la situation est plus tard,
ou alors quand on est dans une situation où il faut aller très très vite, dans les deux cas, le raisonnement s'effondre, comme on dit. C'est-à-dire que le raisonnement ne peut pas avoir lieu, on ne peut pas raisonner. Quand la requête en fait est visible trop tard, le raisonnement là ne peut pas fonctionner. L'événement est plus tard finalement par rapport à ce que le raisonnement pourrait faire en tant qu'outil. Et quand on a vraiment, dit d'une autre manière, quand on a un instant pour réagir, pour le raisonnement, il va commencer à se mettre en route, mais c'est trop tard aussi. Donc là, c'est l'intuition qui prend le relais, qui fonctionne. L'intuition ou l'instinct, parce que Olivier évoquait les définitions sont différentes. L'intuition, c'est l'outil qui nous permet, je vais le redire, qui nous permet d'amener une information, soit par du ressenti, soit par du cognitif, c'est-à-dire de la pensée conceptuelle, on va dire. Et cette information, elle peut être utilisée pour prendre des décisions notamment. Elle peut être utilisée pour choper de l'info sans rien d'autre de spécial. Par exemple, si on fait une enquête sur quelque chose, on prend de l'information juste pour se nourrir de cette information. Il n'y a pas forcément de décision de prise. Et puis le troisième champ d'utilisation de l'intuition, c'est la créativité et l'innovation. C'est-à-dire aller chercher, c'est une façon, j'aime bien la dire comme ça, la créativité c'est quoi? C'est prendre quelque chose dans le futur et l'amener dans le présent. Quand on innove, c'est ça en fait. On prend quelque chose dans le futur, on l'amène maintenant. C'est trois champs d'utilisation. L'instinct, c'est du comportemental par définition. L'instinct, c'est du comportement animal qui est très réactif, très, très rapide. L'intuition va jouer dans l'instinct, mais dans l'instinct, il y a autre chose que l'intuition. Par exemple, il peut y avoir du génétique. Il y a un comportement qui est préprogrammé, on va dire, dans telle ou telle situation. C'est un être qui va être purement réactif, mais par programmation au sens large. Il va être instinctif. Mais c'est pas la source de l'information n'est pas forcément l'intuition. Donc c'est une différence entre les deux. Mais dans l'instinct, il y a forcément de l'intuition dans certains aspects. Donc l'instinct est en partie intuitif, mais l'intuition n'est pas de l'instinct. Ouais, je sais pas, j'ai répondu à la question peut-être. Moi j'ai une particularité, souvent c'est que j'oublie les questions qu'on me pose. Et sur ce rôle du corps dans l'intuition. Oui, c'est un des aspects fondamentaux. Moi, mon métier, c'est bien que les deux personnes à côté de moi disent différemment, enfin disent le contraire quelque part, mais c'est exactement la même chose. Leur métier aussi, c'est de déclencher leur intuition à volonté. Moi, la différence, c'est que moi, je sais que c'est ça que je fais. Et les deux personnes, Olivier et Céline, le font, mais pas forcément en sachant qu'elles sont en train de le faire à ce moment-là. Mais en tout cas, vivent l'état et vivent ce que ça apporte. Moi, mon job, c'est soit pour les entreprises, soit pour de l'archéologie, pour la police, etc. C'est de déclencher à volonté l'intuition, ou alors d'accompagner des collaborateurs à la déclencher, pour amener de l'information, réagir, etc. L'intuition, c'est un processus qui est physiologique et aussi cognitif. Physiologique, donc c'est du corps, c'est du corporel. Et l'intuition, fondamentalement, et je vais expliquer pourquoi fondamentalement, est physiologique. L'intuition en continu dans notre corps fonctionne. En continu, on n'en a pas forcément conscience, mais elle est là tout le temps. Notre intuition, elle est en continu, c'est-à-dire à chaque instant de notre vie, elle est en train de percevoir des choses dans notre environnement. Quand je dis notre environnement, je ne mets pas de contraintes, on va dire, je n'ai pas de frontières de temps et d'espace. Notre environnement au sens large. Notre intuition est constamment en train de percevoir des choses sans contrainte de temps et d'espace. Donc c'est là où on n'est clairement pas dans le raisonnement. Okay, et décode ces perceptions de manière adéquate. C'est-à-dire qu'il y a de la perception et du décodage adéquat de ce qui est perçu. C'est ça qui permet, quand on en a conscience de ce processus physiologique, c'est ça qui permet de prendre, par exemple, une bonne décision, parce qu'il y a un décodage adéquat. Par exemple, on va être face à un environnement qui va être émotionnellement impactant. Il va se passer un truc tellement fort qu'on va réagir émotionnellement. Il y a un impact. On réagit face à ce qu'on perçoit.
ben le corps va réagir d'une certaine manière. Et je ne parle pas de l'émotion encore, c'est déjà en tant que perception. Par contre, si l'environnement dans lequel on va se trouver, n'est pas émotionnellement impactant, le corps va réagir différemment. On est bien face à de l'intuition, puisque là, je suis en train de parler d'un événement qui va avoir lieu dans quelques secondes. Par exemple, imaginons qu'on est dans une pièce, et puis quelqu'un rentre dans la pièce, et c'est pas du tout prévu que cette personne rentre. Et puis soit elle fait peur, soit elle fait le clown. Ça peut être du positif, du négatif, peu importe, mais émotionnellement, il va y avoir un impact. Okay ? Notre corps va percevoir cette situation et va y réagir d'une certaine manière avant que la personne entre, et même avant que la personne ait pris la décision de rentrer. Quelques secondes avant. Si il se passe un événement où là, une personne rentre de manière tout à fait anodine, rentre dans la pièce, s'assoit, et on regarde pas, etc., on fait pas attention, c'est tout à fait banal, là on est face à une situation qui est non impactante émotionnellement. Et ben notre corps, quelques secondes avant, il va nous dire la situation dans laquelle tu vas être, elle va pas être impactante émotionnellement. Donc ça, on est vraiment face à l'intuition, et c'est physiologique. C'est clairement de l'intuition. Enfin, le raisonnement n'est pas physiologique. C'est cognitif. Donc quand on est face à une perception et un décodage d'informations qui est valide, qui sont valides en fait, qui c'est physiologique, c'est forcément de l'intuition. Et ça marche, en fait, les études scientifiques, il y a notamment le pressentiment, il y a des centaines d'études dessus, et il y a des méta-analyses, c'est un mot que j'aime bien utiliser, c'est cool, des études statistiques pour bien bétonner l'affaire, qui montrent que chacun d'entre nous, à chaque instant, on produit de l'intuition physiologique et qu'on réagit, sans le savoir, la plupart du temps, à ce qui va se passer plus tard. C'est un exemple. Et le coup de je mets un coup de volant, c'est typique de ça. Pourquoi c'est typique ? Parce que l'intuition physiologique, elle se manifeste par mouvement réflexe. Tout est mouvement réflexe. Quand on parle d'intuition et qu'on parle de corps, c'est du mouvement, et il est forcément réflexe, vu que c'est de l'intuition. Sauf que le réflexe, il va dépendre de l'événement qui va se produire, ou qui s'est produit, peu importe en fait. Là, je donne des exemples de plus tard, parce que c'est plus impactant. Quand, par exemple, on a ce qu'on appelle, enfin les Américains appellent le gut feeling, quand on a le ressenti des tripes. Le ressenti des tripes, on peut être impacté émotionnellement par ça. Mais ça, c'est l'étape d'après. L'étape d'avant, c'est là souvent où on prend conscience. C'est quand on est impacté émotionnellement, il y a un truc boum. Mais la vraie étape qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui a été perçu avant l'impact émotionnel. Et ce qui a été perçu, en fait, c'est du ressenti interne. Par exemple, ça va être des contractions au niveau de l'intestin et de l'estomac. Et là, on est dans du mouvement réflexe, c'est du physiologique, c'est à l'intérieur. Et on sent ce mouvement réflexe ou ces mouvements réflexes qui sont dans nos organes internes. Et ça va être des contractions, des décontractions. Tac, tac, très rapide. Et donc là, on est face à des mouvements réflexes. C'est un exemple parmi plein d'autres. Parce que l'exemple que je donnais tout à l'heure, avec quelqu'un qui va rentrer, on va être émotionnellement impacté ou pas, et donc le corps en amont, il sait décoder si ça va être une situation ou l'autre. Ça, on montre que ça marche avec l'estomac et l'intestin. On montre que ça marche avec les pores de la peau, qui vont se fermer ou s'ouvrir plus ou moins en fonction de le type de situation. Ça marche avec l'iris, qui va s'ouvrir ou se fermer plus. Ça marche avec le cerveau. Les ondes cérébrales vont être différentes selon le tel ou tel type de situation. Donc le cerveau, en fait, il réagit physiologiquement d'une manière ou d'une autre, donc ces ondes vont changer. Ça marche aussi avec les muscles, c'est-à-dire le système nerveux autonome. On va faire un mouvement, un geste. Donc le mouvement réflexe, l'intuition physiologique, ça va être soit du micro-mouvement, soit du macro-mouvement. Macro-mouvement, on va avoir plus tendance à en avoir conscience, bien évidemment. Mais c'est voilà, c'est du mouvement réflexe. Et quand on en a conscience de ce qui se passe et qu'on est en capacité de décoder ce qui se passe physiologiquement, soit par l'entraînement ou parce que c'est tellement émotionnellement impactant qu'on peut que se dire il se passe un truc, quoi. Et bien là, on va pouvoir mettre en œuvre cognitivement cette information, l'utiliser.
c'est bon. J'ai l'impression que j'ai parlé pendant des plombes. Est-ce que dans ton travail de consulting en entreprise, tu as eu un vécu comme ça en état d'urgence qui pourrait être comparé aux témoignages qu'on Ouais, vient alors c'est d'entendre? beaucoup plus cool, hein. Bien évidemment. Justement, quand j'écoutais les deux témoignages, il me sont revenus des épisodes de mon activité professionnelle. Ce qui m'est revenu en premier, c'est très très rare qu'on fasse ce type de projet, mais ça arrive, c'est travailler pour la police, police judiciaire, par exemple quand une personne disparaît, notamment en tant qu'expert judiciaire, ça existe, intuitif légiste. Et là, la police appelle et puis vient un juge, etc. Et dire, ben voilà, il y a quelqu'un qui est disparu, donc a priori, par exemple, la personne est encore vivante, il faut la retrouver. Voilà, on est clairement en état d'urgence, quoi. Donc il faut mobiliser l'équipe, etc. Et nous, notre travail, c'est dans ces cas-là, enfin comme dans tous les cas finalement, c'est d'amener de l'information aux gens qui nous demandent cette information pour pouvoir les aider à réagir au plus vite et à résoudre leurs problématiques. En l'occurrence, retrouver la personne. Donc là, on est clairement, c'est émotionnellement, c'est clairement impactant. Il faut aller très vite et ça mobilise des choses. Ça, c'est un exemple. Si ça vous intéresse, on pourra en parler un peu plus, comment ça se passe, etc. Mais c'est un exemple. L'exemple qui m'est venu ensuite, après, c'est quand j'ai repensé à ça, c'est les tournages télé. Genre la télé qui vous dit, ben voilà, vous allez faire une démonstration et puis ça va passer à la télé. Et la tâche qui vous demande, c'est, voilà, on a choisi un lieu au hasard, décrivez-nous ce lieu, décrivez ce qui se passe, etc. Mais on ne vous dit rien du lieu. C'est typique de notre activité, en fait. Et c'est clairement de là, si on y arrive, et bien évidemment on y arrive, et tout le monde y arrive, pour peu qu'on sache un minimum comment faire. Et comment faire, ça revient uniquement à se poser les bonnes questions au bon moment. C'est ça. Je la fais courte, mais c'est exactement ça. Et quand on est en tournage télé, ben là, vous savez que normalement, vous allez passer devant des millions de téléspectateurs, quoi. Et que si vous vous plantez, l'entreprise elle met la clé, ok. Parce que si ça ne marche pas, ben en fait c'est ça, vous mettez en jeu votre carrière, éventuellement votre réputation, si ça vous importe, le gagne-pain de vos collaborateurs, etc. Et puis d'autres confrères. Donc là, il y a une situation qui n'est pas bien évidemment vitale physiquement parlant, mais vitale pour l'entreprise. Et là, il y a une situation d'urgence. Donc ça, c'est ce qui m'est venu ensuite. C'est allez, hop, les caméras tournent, vas-y, quoi. Et ce n'est pas forcément fun à vivre, mais on s'habitue avec le temps. Et c'est intéressant, on pourra en parler peut-être éventuellement, mais l'avantage de mon métier, c'est que moi, je peux transformer en vraiment du fun, quoi, et il n'y a aucune conséquence, quoi que ce soit. Et puis, le troisième exemple, c'est le diagnostic. L'intuition physiologique, ce n'est que du diagnostic. Ça veut dire, au sens large, hein, quand je dis diagnostic, c'est est-ce que c'est ça, ça, ça ou ça? Est-ce que je dois faire ça, ça, ça ou ça? Est-ce que la personne elle a ça, ça, ça ou ça? Il y a un avion qui est en panne, la panne elle est là, là, là ou là. L'entreprise, il y a un truc qui cloche, c'est là, là, là ou là. Okay, c'est du diagnostic au sens large. Et pour répondre, quand c'est du diagnostic, c'est une question fermée en fait. Hein. On connaît les possibilités, mais on ne sait pas laquelle est la bonne. Quand je dis qu'on les connaît, c'est qu'on pourrait les connaître. Alors, on ne les connaît pas forcément sur l'instant, mais si on réfléchit un peu, on peut les connaître. Une question ouverte, c'est qu'on ne connaît pas tout ce qu'il peut y avoir en sortie, on va dire. Et ça nous arrive en entreprise qu'on nous dise, ben voilà, il faut qu'on fasse ça, ça, ça ou ça. Alors déjà, il faut, attention. Bon. Nous, notre rôle, c'est d'amener de l'information et c'est de l'aide à la décision, en fait. Une décision stratégique que l'entreprise doit prendre, une innovation qu'elle doit sortir ou pas. Et là, ben, il faut amener, c'est notre métier,
notre job, c'est de dire à l'entreprise, bah, nous, on pense que intuitivement, c'est ça qui est mieux. Et ça se fait par l'intuition du corps, par mouvement réflexe. Il y a des méthodes pour ça. Et c'est comment conscientiser. L'intuition physiologique, elle est toujours là, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le corps réagit de manière adéquate à ce qui est plus favorisant de faire. Si on prend conscience de ces mouvements réflexes internes, et si on arrive même à les amplifier, ça va faciliter la prise de conscience. Et pour peu qu'on pose une convention sur tiens, tel geste veut dire quelque chose et tel autre geste veut dire autre chose. Et en fait, on arrive à savoir quelle décision est la meilleure à prendre. Et le moment qui m'est remonté à l'esprit tout à l'heure, c'est un jour, je suis allé dans une banque et ça faisait quelques dizaines de projets, quelques dizaines d'interventions qu'on faisait avec eux, pour eux, dans cette équipe de cette banque. Et un jour, j'arrive et puis ils me disent, voilà, on a 71 innovations possibles, lesquelles on doit faire. Tu as 3 heures. Et là, en fait, vous êtes obligé de faire appel au corps parce que, déjà, le raisonnement, c'est pas possible. On peut pas, surtout qu'on ne vous dit pas, bien sûr, quelles sont les innovations. On va les appeler innovation 1, innovation 2, innovation 3, innovation 4. Et donc là, on met en œuvre le mouvement réflexe. Et on va aller chercher l'ouverture intuitive, comme on dit. On pourra en reparler éventuellement tout à l'heure, si on a le temps, si ça vous intéresse. Et en fait, par mouvement réflexe, par mouvement intuitif, on va dire, ok, celui-ci, c'est bon. Celui-ci, c'est pas bon, celui-ci, c'est bon. Et puis, une fois qu'on a fait une première passe, on sait que ça va assez vite, l'entreprise, elle va dire, ok, celui-ci, vous avez dit que c'était ok. Ça parle de quoi? Pour valider, en fait. Et puis là, on va quitter le monde de l'intuition physiologique et on va passer dans le monde de l'intuition conceptuelle, abstraite. Ce qui est important de noter, c'est que l'accès à l'intuition conceptuelle, le passage est obligé par l'intuition physiologique, par le sensoriel. Il y a quelque chose qui est frappant dans vos 2 témoignages, et peut-être qu'Alexis peut dire un mot là-dessus, c'est que finalement, l'intuition, vous l'utilisez tout le temps, mais vous n'en parlez jamais ou très peu. Et en fait, vous êtes amené au cours de votre vie à vous interroger. Là, Céline me disait, oui, c'est intéressant que tu m'aies appelé parce que comme ça permet d'interroger un mécanisme que j'utilise, mais sans vraiment y penser. Donc, comment expliquer qu'un mécanisme si fondamental soit finalement si peu mis en valeur, si peu interrogé? C'est pour moi la question. C'est pour... ça peut être pour toi, puisque tu dis qu'on peut se former à l'intuition, donc on sait beaucoup plus de choses sur l'intuition que ce qu'on pense, en fait. Ça peut être pour Céline et pour Olivier aussi. Moi, j'aurais envie de dire que je crois que notre éducation, en tout cas celle que moi j'ai reçue, et dans les écoles que j'ai fréquentées, cette éducation, elle ne m'a pas préparé à laisser une place prépondérante à l'intuition. C'était même plutôt l'inverse. Donc, à force de se formater en utilisant plus ou moins bien mes 5 sens, ceux-là, je les connais, et dans mon ancien métier, je les ai beaucoup utilisés au départ. Mais l'intuition, c'est pas quelque chose à quoi je me référais parce que c'était pas dans mon modèle habituel, quoi. On m'avait pas préparé à ça. Et puis finalement, avec l'expérience, à force, en s'interrogeant, en rencontrant des gens, après avoir travaillé avec Alexis, aujourd'hui, ok, il y a des choses qui sont bien mieux conscientisées qu'à l'époque, mais dans mon cas, moi, je crois que c'est quand même beaucoup lié à l'éducation que j'ai reçue, sans aucun jugement par rapport à l'école ou à mes parents, ou voilà, ils ont fait comme eux-mêmes avaient, en fonction de ce qu'eux-mêmes avaient reçu comme modèle d'éducation, mais je crois quand même que pour moi, ça a été sans doute un facteur limitant, ce modèle d'éducation très cartésienne, où il n'y avait aucune place, ou très très peu, à l'intuition.
Céline, tu disais, il y a certains collègues avec lesquels tu pouvais évoquer en fait le fait que tu as de l'intuition et qui t'entendaient, et d'autres avec lesquels c'était pas possible en fait. En fait, avec qui c'est pas possible, c'est ceux qui ne mettent pas du tout en avant l'intuition dans leur propre exercice. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de mal en fait à entendre par quel biais ça intervient. Mon mari, c'est l'exemple typique, hein. Il est médecin urgentiste aussi. Maintenant, il fait que de la réanimation. On fonctionne, enfin, si on peut dire qu'on fonctionne en tant qu'être humain. Enfin, on travaille de manière complètement différente. Et pourtant, il le sait que je suis très intuitive. Mais si je lui demande est-ce que je suis intuitive, bêtement comme ça, il dira bah je sais pas. Là, je retrouve son côté complètement cartésien qui lui n'est pas du tout. Je le vois d'ailleurs, certainement qu'il a son intuition. En tout cas, c'est pas ce qu'il met au premier plan dans son exercice professionnel. Et d'ailleurs, je vois moi les travers que ça lui apporte de ne pas l'utiliser parce que très souvent, il veut répondre à toutes les questions de manière très scientifique, très éprouvée, et donc ça lui complique beaucoup la tâche. Alors que moi, j'ai l'impression quand même que dans un temps record, on a déjà été amenés à travailler ensemble parce qu'on a été collègues 7 ans avant de se mettre ensemble, et on faisait un duo d'enfer. Vraiment, parce que par moment on avait des données qui s'associaient et il savait pas lui d'où ça me venait, moi non plus, mais bon c'était là. Et puis bah lui mais les mettait en œuvre et voilà et ça posait aucun problème. Bon, moi j'ai un rapport à l'intuition qui est vraiment intime et depuis toujours. Et moi c'est pareil, moi mes parents n'étaient pas du tout cartésiens, mais il y avait une vraie violence intrafamiliale, il y avait vraiment des choses. Je ne subissais pas de violence moi-même, mais j'étais tout le temps en état d'alerte et je me souviens d'avoir toujours été en état d'alerte depuis toute petite et toujours très très attentive, mais vraiment à couteau tiré, hein, vraiment. Et ça m'est toujours resté. Et, euh, et je pense, je n'ai pas aucun problème avec ça aujourd'hui. Hein, je pense que c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a permis vraiment très tôt de savoir que j'allais faire du SMUR et pourquoi d'ailleurs j'aime mon métier et pourquoi je suis intuitive. Mais dans ma vie personnelle, c'est pas un atout. Hein, j'ai toujours vécu comme une fatalité. C'est un vrai problème dans ma vie. Ça m'a toujours confrontée à tout ce qu'il y avait eu de pire. J'ai toujours vu le pire qui allait arriver, la maladie de ma mère, le décès de mon père, les catastrophes avec mes petits amoureux. Ce qui fait que j'ai l'impression d'être une bonne sœur, et d'accepter des choses qui n'étaient pas acceptables, mais je les voyais arriver au final. Comme je voyais le professeur qui allait interroger quelqu'un et pam, ça me tombait toujours dessus, ou l'impasse qu'il fallait pas faire quand on révisait quelque chose parce que ça allait être ça. Mais à la fois, je le subissais parce que ça m'a jamais été utile. Euh, voilà. C'est comme quand je vois mon fils faire du vélo et je me dis, je vois un monsieur sur un banc et je me dis comment il va réagir quand mon fils va tomber. Et puis, mon fils tombe et puis, il réagit pas et mon fils se remet sur le vélo et repart. Et je me dis, j'en fais rien. Et, euh, et voilà, c'est comme ça. Bon, des fois, c'est salutaire. Hein. J'ai réussi à trouver un incendiaire de mon quartier. J'en ai rien fait. C'est la police qui l'a arrêté. Mais je devais être en alerte à ce moment-là. Et donc, ça me fait sourire a posteriori. Mais ça peut me jouer des tours. Parce que sur le plan privé, émotionnellement, je ne sais plus comment me fier parce que ça touche mes proches, ça touche tout ce qui est de plus intime. Et donc, ça a pu vraiment soit me mettre en retrait, parce que je vois des personnes malveillantes, ou soit me mettre sur la défensive. Et donc, pas du tout à la bonne place. Bon, maintenant, j'ai vieilli, même si 40 ans. Et donc, j'essaye de le voir maintenant comme un atout. J'essaye de m'appuyer dessus pour prendre vraiment confiance et que ce soit vraiment quelque chose qui fait partie de moi, quoi. Ça me rappelle une anecdote, mais il y a pendant une dizaine d'années, j'étais bénévole, je travaillais dans une fondation reconnue d'utilité publique, dont un des objets, c'est une institution scientifique qui a presque 100 ans et qui est à Paris. Et un de ces objets, c'est l'étude justement de l'intuition, des phénomènes intuitifs, etc. Puis un jour, j'étais de garde, c'est-à-dire qu'il y a une permanence en fait, et à l'institut. Et puis la porte sonne, ça sonne à la porte, quoi, et il n'y avait pas de rendez-vous ni rien, etc. J'ouvre et c'est une dame, j'avais complètement oublié ça. Donc merci pour ça aussi. Une dame qui vient de Pologne,
qui vient de faire le trajet en voiture et qui me dit je suis responsable du tri. Alors, elle me disait à sa manière, avec son accent et tout. Je suis responsable du tri aux urgences de ma ville. Et quand les gens arrivent, et bien en fait, je dis vous soignez, vous ne soignez pas. Vous soignez, vous ne soignez pas. Vous soignez, vous ne soignez pas. Et en fait, au fil des années, elle était urgentiste, comme ses collègues, on va dire. Puis au fil des années, en fait, ses collègues l'ont amenée à gérer, à avoir ce rôle. Parce qu'elle avait un taux de succès qui était largement supérieur à la normale. C'est-à-dire que bien évidemment, passer du temps à essayer de sauver quelqu'un qui, en fait, on se rend compte que ça ne servait pas à grand-chose ou à rien, il vaut mieux mettre ce temps sur quelqu'un, aider quelqu'un qui a vraiment des vraies chances de survie, sauf que ça ne se voit pas au départ forcément. Et cette dame-là, elle faisait ça et elle était extrêmement performante dans son métier. Si ce n'est que dès qu'elle sortait de l'hôpital, elle était en souffrance psychologique énorme, parce que dans son village, dans sa ville, c'était la sorcière, quoi. Et dans ce monde très catholique qui était le sien, c'était ça en fait qui était imposé comme étiquette. Et elle était en souffrance telle qu'elle avait recherché, je ne sais plus trop comment, mais sur Internet ou quoi, des gens qui pouvaient l'aider, parce qu'on avait dans l'institut une cellule d'aide psychologique pour les personnes qui avaient des souffrances par rapport à ce type de phénomène. Voilà. Et ça, c'est en partie, la question que tu posais, c'est parce que ce type de souffrance, c'est lié, les études montrent, que c'est lié en partie, c'est lié à la vision du monde que l'on a, notre civilisation, en fait, notre culture. Dès qu'on va rejeter cette capacité, forcément, ça va générer de la souffrance, puisque c'est en nous de toute manière. Donc les personnes qui l'utilisent plus que d'autres vont se retrouver rejetées ou mises de côté ou stigmatisées d'une manière ou d'une autre. Alors soit ça va être religieux, soit ça va être soi-disant scientifique, c'est-à-dire une vision du monde qui va être uniquement, on va dire, portée sur ce qu'on appelle en science une vision mécaniste, une vision matérialiste. Et c'est ça qui va générer en fait le fait que les personnes qui vont avoir tendance à écouter leur intuition vont mettre un couvercle dessus. Sauf qu'à l'intérieur, ça boue, quoi. Voilà. Et c'est une idée qui me vient, donc je la donne. C'est une probabilité que certaines personnes qui ont cette capacité, en fait, vont aller vers des métiers qui vont leur permettre d'exprimer cette capacité, en fait. L'utiliser comme outil. Donc, chacun va trouver, si on est intuitif, en fait, on va plus facilement trouver sa voie, si on écoute son intuition. Et donc, si on l'écoute, on va aller plus vers des métiers où on va être capable de l'exprimer. C'est mon hypothèse. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Donc voilà, je vous en prie, si vous avez des questions à poser. Alors, je vais reposer la question au cas où tout le monde n'aurait pas bien entendu. Est-ce que, Olivier, tu n'as jamais pensé que corps et esprit, finalement, fonctionnaient de la même façon, étaient la même chose? Une seule chose? Oui, mais alors, peut-être je me suis mal exprimé. Si j'ai parlé d'esprit, je voulais parler mental. Alors, je pense qu'il y a une séparation entre mental. Ok. Dans mon cas, le mental est souvent un élément perturbateur. Dans les premières sessions qu'on faisait ensemble de travail sur l'intuition, j'étais en permanence, donc à l'IRIS, j'étais en permanence perturbé par mon mental qui me disait « Arrête, mais non, pourquoi tu notes ça? Mais non, tu sens pas ça. Non, non, c'est pas ça. » Et ainsi de suite. Mon mental me parlait et venait clairement m'empêcher, m'embêter, contrarier ce lâcher-prise que j'essayais d'avoir. Et donc, dans mon cas, parfois, le mental a pu être un facteur limitant à l'utilisation de mon intuition. Et dans les séances qu'on faisait par la suite, avec un peu plus avec un peu d'entraînement, j'arrivais à occuper davantage ce mental et je voyais bien pour le coup que j'étais beaucoup plus en connexion à moi, sans doute
corps et esprit, je ne saurais pas comment le dire, mais en tout cas, mon être était connecté et relié, donc connecté à moi en interne, aligné, il y a quelque chose qui circulait bien, et relié, touchant, autre chose qui me permettait d'avoir des informations qui, elles, étaient pertinentes. Voilà. Mais à condition d'arriver à chasser ce mental. Et dans mon cas, je ne sais pas si c'est souvent le cas, on n'en a pas trop parlé avec Alexis, dans mon cas, c'était plutôt le mental, voilà, qui venait me perturber sur les situations d'intuition. Et dans les moments que je décrivais tout à l'heure, où on rentrait dans l'action, là, dans ces cas-là, euh, sans même que j'ai à chercher à l'occuper, il se passait quelque chose en moi que je ne saurais pas te décrire, qui faisait que, clac, le mental était chassé, et là, j'étais connecté, et ça se faisait autrement. Sans doute, être et esprit et corps ne sauraient pas trop te dire. Est-ce qu'il y a des séances d'entraînement à l'armée de ces choses-là? Quand j'y étais, non, docteur. Ça ne se faisait pas. En tout cas, pas dans les unités. Ça, alors, aux États-Unis, ça se fait dans certaines unités. Peut-être qu'en France, dans quelques endroits que je n'ai pas rencontrés, il y a des gens qui travaillaient et ou qui travaillent aujourd'hui sur ces questions. Je ne sais pas. Mais dans les unités que j'ai fréquentées moi, nous n'avons jamais été préparés à ça. Ce ne sont pas des sujets qu'on a abordés. On a quand même eu la chance, pendant quelques semaines, une fois, on nous avait fait faire de la sophrologie. C'était un signe d'ouverture. Mais non, mais n'empêche, vous rigolez, mais moi, ça m'avait. Moi, j'ai pratiqué beaucoup les arts martiaux étant jeune. Donc, la méditation, c'était des choses que apprendre à me connecter à moi, ça me parlait quand même. Puis, j'étais capable de lâcher mon corps, de me détendre, de me mettre dans un autre état d'être. Et la sophrologie me rappelait un peu ça. Et c'était un beau cadeau parce qu'on n'est pas allé très très loin, on n'a pas fait énormément de séances, mais ça nous ouvrait quand même, ça commençait à nous ouvrir à d'autres modes de fonctionnement que ceux auxquels on était habitués. Tu parles de sophrologie. Céline, tu as aussi une expérience de méditation. Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots, nous dire quelques mots sur la manière dont ça influe sur ton intuition. Alors, en fait, moi, la méditation, c'est arrivé dans ma vie il y a un peu plus de 7 ans, et c'était dans une approche globale avec des enseignements bouddhistes d'un maître tibétain qui n'est plus vivant d'ailleurs. Et ça a été un virage complet pour moi sur le plan de mon être tout entier. Ça a répondu les enseignements bouddhistes. Je ne parle pas que la méditation, c'était le tout, c'était pas qu'un apprentissage de la méditation de manière que laïque. Ça a répondu complètement à l'entièreté que ressentait mon être depuis ma plus tendre enfance, qui était ce qu'est l'amour, pas l'amour entre un homme et une femme, ou l'amour, je parle charnel, mais je parle de l'amour entre êtres humains, l'empathie, la compassion. Ça a été, mais pour moi, révolutionnaire. Ça répondait complètement à tout ce que j'attendais. Donc ça a été pour moi vraiment un virage radical. Alors après, ça a été d'une très grande ouverture dans mon... après, pour moi, professionnellement parlant, on en avait déjà discuté, parce que c'est vrai que la pratique de la méditation, ça a décuplé mon empathie. J'avais déjà beaucoup d'empathie, mais alors là, ça l'a décuplé, et de manière beaucoup plus mature et beaucoup plus libre. C'est-à-dire que là, j'avais vraiment... j'étais pas le bon militaire, comme on avait pu me surnommer quand j'avais 25 ans. J'avais rencontré des gens qui me disaient bon militaire qui va à la tâche, qui remplit son rôle. C'est vrai que je devais avoir un petit peu ce côté-là, de prendre à bras le corps toutes les situations, les patients les plus agressifs, les patients les plus douloureux. J'y allais comme un bon militaire. C'est vrai que je devais donner cette sensation. Aujourd'hui, j'y vais beaucoup plus librement. J'ai un rapport à la souffrance et à l'autre qui est en face de moi, beaucoup plus grand, beaucoup plus libre, beaucoup plus riche, avec une plus grande part aussi pour le côté imprévisible. Et donc, pour moi, c'est d'une grande richesse. Hein. Et il y a la pratique, bien sûr, de la méditation. Je pratique un peu moins en ce moment, mais pour moi, c'est central. C'est un axe vraiment central dans ma vie. Après, il faut l'inclure au quotidien. J'ai du mal encore avec ça. C'est dur de s'asseoir et de pratiquer. C'est vraiment dur pour moi. C'est une vraie confrontation. Il y a un truc à lâcher. Moi, je suis une machine de guerre. Quand je travaille, je me dis tout le temps, t'es une machine. Je m'oublie complètement. Alors moi, je suis un physique. J'arrive, je m'impose.
pas que ça. Je fais attention à comment je rentre dans une pièce, comment je me positionne par rapport à un patient, pour l'accueillir. Il y a tout un tas de choses auxquelles il faut faire attention. Puis accueillir aussi les soignants qui travaillent avec nous. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, et de méditer, de pratiquer, bah, ça enlève aussi un peu tout ça, parce qu'il y a beaucoup de mental, hein. Il y a beaucoup de choses réfléchies. On est pur, on se fait confiance un peu plus, on fait confiance un peu plus à la situation. C'est d'une plus grande ouverture. Donc ça, pour moi, ça a été magnifique, et ça va le rester. Et je pense que voilà, je vais, je- pour moi, c'est vraiment essentiel. Olivier, et à moins qu'il y ait une question dans la salle. Olivier, est-ce que tu as l'occasion aujourd'hui d'utiliser cette intuition, et dans quelle mesure tu retrouves en fait l'intuition finalement que tu as développée sur le terrain? Aujourd'hui, je rencontre jamais dans l'exercice de mon activité professionnelle des situations d'urgence comme celles que j'ai connues avant. En revanche, quand on intervient en entreprise pour accompagner les processus de transformation ou une entreprise sur son chemin d'évolution, j'y vais de plus en plus en étant en situation d'accueil et d'écoute à la fois de l'autre et de mon ressenti. Je n'ai pas théorisé là-dessus, je ne saurais pas très bien vous le décrire, mais ce que je peux dire, c'est que plus ça va, et je pense que dans les années qui viennent, je vais encore faire évoluer beaucoup ma pratique en entreprise. Et plus ça va, plus j'essaie d'avoir une approche un peu comme un ostéopathe ou comme un acupuncteur qui mettrait juste une aiguille ici, une aiguille là pour refaire circuler l'énergie dans le méridien et donc aider le souffle de vie à recirculer dans l'entreprise, le lien, la confiance, l'énergie, etc. Et pour faire cela, je le fais de plus en plus en situation d'écoute, d'accueil de la situation, des autres, de l'autre et de moi, pour être le plus possible en ressenti dans ce que je sens qui est juste là. Bon, je ne saurais pas très bien vous le décrire, mais du coup, je sens bien que je suis en posture beaucoup moins mécaniste et beaucoup plus en posture d'écoute et donc aussi intuitive. Alexis, le mot de la fin peut-être, est-ce qu'on pourrait imaginer, il y a aujourd'hui suffisamment d'études scientifiques pour finalement asseoir ces formations à l'intuition? Est-ce qu'on pourrait imaginer des formations à l'intuition pour toutes ces personnes qui vont avoir à travailler en état d'urgence? Ce serait aujourd'hui possible compte tenu l'avancée des recherches scientifiques? Mais ça existe déjà. Pas en France. Un jour. Aux États-Unis, par exemple, il y a une consoeur qui est française d'ailleurs, qui habite aux États-Unis depuis 25 ans, et qui est une scientifique. Et elle forme des forces de police à Denver, dans le Colorado. D'ailleurs, la responsable scientifique, enfin la responsable de la police scientifique de Denver était venue chez Iris il y a 4-5 ans maintenant. Et en fait, elle forme des policiers, des forces de police à réagir face à une situation d'urgence, intuitivement, et en amont, à percevoir comment réagir plus tard. C'est-à-dire à percevoir quelle va être la situation qui va advenir, en fait, ce qui va se passer. Et donc, le ou les policiers, enfin souvent ils sont à deux, on va dire, mais quand ils interviennent sur le terrain, arrivent dans la voiture, par exemple, se posent un peu, prennent l'information et donc peuvent mieux réagir une fois qu'ils interviennent. Donc il y a les deux cas de figure, en avance de phase, et puis vraiment le réflexe sur le moment.
Et il y a des formations, et ces formations, c'est du copier-coller de ce qui avait été créé et mis en place en bonne partie pour des officiers de renseignement militaire aux États-Unis. Donc ça existe depuis la première formation de ce type, elle date de 1982 aux États-Unis. Donc ça date pas d'hier. Et aujourd'hui, ce que je sais, alors il n'y a aucune preuve, on va dire, formelle, mais de ce qui se dit dans le monde du renseignement aux États-Unis, c'est que une partie des troupes américaines, donc des commandos, enfin sont formés à l'intuition, qu'il y a des cours en fait pour développer ces compétences-là. Avant, c'était des programmes secrets avec quelques individus ciblés, 4-5 individus, et puis après 4-5 autres, etc. Maintenant, c'est plus des groupes, en fait, des vrais groupes de personnes, plusieurs dizaines. Et quelque part, c'est banal, en fait. Hein. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des milliers de personnes qui sont formées à ces méthodes. Mais si on parle vraiment de ce type d'intervention dans l'urgence, ben, ça va être les policiers. Nous, ça nous arrivait de discuter avec des pompiers, par exemple, aussi. Voilà, mais c'est tout à fait à la portée de tout le monde, en fait. Oui. Alors, l'intuition, c'est impossible d'expliquer. Par contre, ça s'observe. L'intuition, c'est impossible d'expliquer puisque c'est la capacité de savoir sans savoir pourquoi on sait. Par contre, on peut expliquer comment elle se manifeste, comment la convoquer, comment est-ce qu'on s'ouvre à l'intuition, comment l'interroger pour avoir les bonnes informations. Il y a beaucoup d'études scientifiques. Ah oui, la science, souvent on confond l'outil et l'objet d'étude. L'outil d'étude et l'objet d'étude. La science, c'est l'outil d'étude. L'objet d'étude n'a rien à voir avec l'objet d'étude, n'est jamais scientifique en somme. Okay, donc on peut étudier scientifiquement l'intuition. C'est une science humaine. Voilà. Et donc il y a beaucoup d'études sur ce que les Américains appellent presentiment. C'est pas exactement le pressentiment tel que voilà, mais c'est comment ressentir. Presentiment, c'est le ressenti corporel de quelque chose qui va arriver. Il y a tout un tas d'études là-dedans. Votre question, c'est comment est-ce qu'on fait? Oui. Ben, ce qu'elles disent, c'est déjà il y a une réponse à ce qu'on appelle la problématique de la preuve. Ça existe. Ça existe à la fois de manière physiologique et de manière conceptuelle, donc cognitive. C'est-à-dire que l'intuition existe par ressenti corporel et aussi par des idées qu'on a dans la tête. Donc on peut savoir intuitivement quelque chose dans la tête. Mais l'intuition fonctionne partout en fait. Hein. Ça c'est une chose. Après, la science a adressé, une fois que la problématique de la preuve est suffisamment avancée, en fait on adresse en science, c'est vrai pour n'importe quel domaine, ce qu'on appelle la problématique processuelle. L'écologie du système, si vous voulez, c'est comment ça se passe en fait. On sait que ça se passe, mais comment ça se passe. Et là on sait énormément de choses. Là il y a des centaines et des centaines, voire des milliers d'études là-dessus. Comment ça se passe? On a déjà un peu répondu. Déjà on sait que ça se passe dans le corps, on sait que ça se passe dans la tête. Et on sait surtout que l'intuition, alors ça date, ils sont arrivés à ça, et nos prédécesseurs, au début des années 80. S'il y a une chose à retenir du processus, l'intuition, ce n'est que de la perception. Le raisonnement prend de la perception, machine, et interprète pour créer une nouvelle idée à partir de ce qui est perçu. Okay, on sait que l'intuition, ce n'est que de la perception. Après coup, on se dit, bah oui, bien évidemment, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé au départ? Mais bon. Et donc, en fait, on sait que le processus intuitif, c'est le processus de perception. Alors, le processus de perception, on ne le connaît pas forcément, mais si on l'a fait très très vite, toute perception est avant tout sensorielle.
Si on prend la métaphore du bébé, en fait, le bébé, quand il est né, il n'a pas d'intellect. Il se développe vraiment à partir de 6-7 ans, grosso modo, si on l'a fait à la louche. Enfin, il se stabilise, il commence à vers 6-7 ans, il commence à se développer vraiment. Mais le seul outil que l'on a bébé, et qui est le seul outil qu'on a même adulte, toute notre vie, de perception de notre environnement, c'est nos 5 sens. C'est le seul outil qu'on a d'un point de vue de captation de ce qui nous entoure. Et donc l'intuition, pour la convoquer, c'est-à-dire pour la mettre en route, la mettre en marche de manière volontaire, de manière maîtrisée, en fait, il faut utiliser ces 5 sens. Donc ça, c'est la première chose. Et les 5 sens, c'est quoi? C'est du corps, c'est du physiologique. Et puis ensuite, on va utiliser les 5 sens pour aller chercher quelque chose qui est un peu plus complexe, c'est les formes. Puisque les formes, on peut les avoir à la fois par la vision, par la vue, un carré, on voit que c'est carré, et aussi par le toucher. On peut savoir que c'est carré ou que c'est rond par le toucher. Là, il faut 2 sens en même temps pour la forme. Et une fois qu'on fait ça, ça se fait de manière naturelle. Dans le développement de l'enfant, c'est sensoriel. Après, il y a les formes. La spatialisation, l'enfant, il va savoir que quelque chose est loin ou quelque chose est près. La spatialisation est de manière tout naturelle. L'enfant, il va commencer à acquérir ce qui est concept, c'est-à-dire ce qui est au-delà du sensoriel. Ça se fait dans cet ordre-là. Puis après, la temporalité. Demain, c'est plus tard qu'aujourd'hui. Voilà. Et bien, en fait, si on veut vraiment utiliser de manière efficace son intuition, il faut la mettre en œuvre dans cet ordre-là. Si je veux savoir quelque chose intuitivement, en fait, je vais d'abord aller chercher de l'information sensorielle. Ensuite, je vais spatialiser. Ensuite, je vais aller chercher qu'est-ce qui se passe. Donc là, on est dans du concept. Et puis après, bouger dans le temps. Tiens, comment ça se passait avant, comment ça se passe plus tard. Parce que c'est le processus naturel de perception. Il suffit juste de consciemment dérouler le processus naturel. Voilà, on est dans du processus, donc la science, elle a montré ça. Et puis ensuite, on s'intéresse à comment l'utiliser. La science, aujourd'hui, elle est née au stade où elle nous apprend comment utiliser cet outil. Voilà. Merci à tous. Merci à nos invités. Merci à vous.